Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prône un art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat. Mais aussi, vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Je n'en reviens pas que nous soyons à moins d'un mois d'être à Noël et surtout de la naissance de notre petite fille. Le temps passe à une vitesse folle et je vous avoue que j'ai plus la tête à l'accouchement qui approche, à la naissance de notre fille qu'à Noël. Mais je me réjouis malgré tout des fêtes qui seront à jamais différentes des précédentes. Je ne sais pas encore quel rythme je vais pouvoir avoir pendant cette période, si je vais pouvoir monter les épisodes que j'ai en avance à vous partager. Je vous tiendrai bien sûr informé de si je fais une pause, ce qui est fort probable. Et j'espère que vous serez toujours là à mon retour, mais on a le temps de s'en reparler. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma conversation avec Stéphanie, qui est plus connue sous le pseudo Mademoiselle Pierre sur les réseaux. Entrepreneur depuis 14 ans en multiples projets et passions, Stéphanie se confie sur son burn-out qui l'a amenée à se reconstruire autrement personnellement et professionnellement. Enrichie de ses différentes expériences et apprentissages, elle propose aux entrepreneurs un accompagnement et coaching bien-être et business global grâce notamment à des outils et pratiques bien-être comme le yoga nidra ou encore l'activation de l'énergie vitale. Stéphanie raconte ce qui lui a permis de mener avec succès ses différents projets et elle transmet des conseils précieux. Je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir dans cette émission de podcast. Comment vas-tu ? Bonjour Claire, merci infiniment de me recevoir dans ton podcast. Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je m'appelle donc Stéphanie, j'ai 40 ans et je suis la fondatrice du Wellness Business Club, School and Agency. Et je suis moi-même business coach, consultante en stratégie, facilitatrice en yoga nidra, formatrice, facilitatrice en activation d'énergie. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais du coup pour accompagner les dirigeants, les entrepreneurs du bien-être et les business girls and boys qui ont envie de prendre soin de leur énergie, j'ai créé le Wellness Business Club, la School et l'Agency. Ok, tu vas nous dire un petit peu plus en détail exactement en quoi consiste ton accompagnement. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours justement et de comment tu en es arrivée là où tu en es aujourd'hui ? Avec plaisir. C'est vraiment tout mon parcours qui a nourri la création de ce projet, qui est ma 3e entreprise. Depuis mon plus jeune âge, je suis musicienne. Depuis l'âge de 2 ans, mes parents, qui sont eux-mêmes musiciens, m'ont mis naturellement au piano. Et donc la musique fait partie de ma vie depuis toujours. Et c'est vraiment une grosse partie de mon parcours. Souvent, quand on parle de son parcours entrepreneurial et professionnel, on démarre souvent après le bac. Et moi, ça a vraiment démarré très tôt, parce que la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai été scolarisée en horaire aménagé très rapidement. Musique et parcours classique scolaire. Dès le primaire, moi je suis grenobloise de naissance et donc j'ai passé autant de temps au conservatoire de Grenoble et à l'école de musique de la ville d'à côté que à l'école, au primaire, au collège et au lycée. Et j'ai même fait 3 ans de cours par correspondance avec le CNED pour laisser encore plus de place à la musique dans ma vie, 4e, 3e seconde, parce que du coup je suis pianiste de base, flûtiste, la flûte traversière, je fais aussi de l'orchestre, de la musique de chambre, de la danse classique et de la danse contemporaine. Et du coup pour ça il faut un petit peu de temps, et qu'avec avec l'école telle qu'elle est proposée par l'éducation nationale, c'est vrai qu'on est souvent de 8h le matin à 17h, dans mes souvenirs en tous les cas. Et que du coup, ces fameuses années avec le CNED, ça m'a permis, je m'organisais, je faisais 8h midi mes cours
à la maison. Donc vraiment, j'ai fait tout le programme puisque j'ai passé mon brevet, j'ai passé mon bac avec mention. Donc je suis juste partie du système scolaire dit classique pour vraiment pouvoir me déployer dans ce qui m'a toujours passionnée, la musique, et ce qui fait encore aujourd'hui partie de ma vie. On en parlera avec notamment la pratique du Nidra qui nous lie. C'est formidable d'avoir découvert cette sensibilité aussitôt, et t'étais déjà une enfant très passionnée et très connectée aux vibrations finalement depuis très longtemps. Exactement. C'était mon univers familial. Enfin, c'est toujours mon univers familial. Mais deux parents sont musiciens. À l'époque, étaient professeurs de piano et de solfège, et ils ont fait une grande partie de leur carrière dans l'édition musicale. Surtout mon papa qui a créé et produit plus de 250 ouvrages dédiés au solfège et à l'apprentissage d'instruments. Donc c'était vraiment mon écosystème familial. Il y a toujours eu 2 pianos à la maison. Ça jouait toujours plein d'instruments. Mes frères et sœurs sont musiciens. Donc ils ont su vous transmettre ça, ouais. Exactement. Et du coup, je t'ai coupé, mais qu'est-ce qui s'est passé après tes années scolaires et comment tu as fait tes premiers pas dans ta vie professionnelle, parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur, même si ça commence à remonter maintenant. Exactement. Quel a été ton parcours ? Du coup, j'ai eu donc ce parcours avec la musique jusqu'au bac, et puis il y a eu une envie irrépressible. Je suis arrivée à la fin d'un certain cursus, en tous les cas dans le cursus conservatoire, j'ai passé ma médaille d'or en piano et en flûte traversière. Donc c'est ce qui est considéré la fin du cursus en conservatoire. Après, on peut aller plus loin en tant que concertiste, etc. Et là, une envie irrépressible, étant passionnée depuis toujours par l'univers de la mode et de la presse féminine. J'étais une grande lectrice du magazine Elle. Donc, je me suis mis au piano à l'âge de 2 ans grâce à mes parents, et je lisais le magazine Elle à partir du moment où j'étais en âge de lire ce magazine. Donc, je me suis passionnée pour la presse féminine. Ça faisait vraiment partie de mon quotidien. J'en ai même fait mon mémoire de fin d'année à l'école de journalisme que j'ai suivie, qui était une école à Lyon. Et donc, tout de suite, en fait, après le bac, j'ai intégré cette école et je me suis passionnée vraiment par le côté média. Donc, presse écrite, presse télé et presse radio. C'était vraiment, on avait l'opportunité dans cette école de pouvoir aborder les 3 canaux de diffusion, et vraiment je me suis passionnée pour l'écriture, moi qui ai toujours adoré écrire. Je me suis passionnée pour le format audiovisuel, donc de pouvoir poser ma voix, mais aussi de pouvoir présenter des émissions. Donc c'est là qu'a démarré, c'était bien avant Instagram. Et oui. Et du coup, j'avais en tête et vraiment dans le cœur cette envie de pouvoir faire découvrir des lieux, des talents, des sujets, etc. Et d'ailleurs, parallèlement à l'école de journalisme, j'ai notamment travaillé en tant que stagiaire, mais en tous les cas, j'ai fait quasiment mes 3 années autour du magazine féminin lyonnais, je sais pas s'il existe encore, mais du coup, j'ai commencé à travailler entre guillemets dans ce milieu assez jeune, puisque j'ai intégré cette école à 17 ans et demi. Je suis de fin d'année, donc j'ai intégré cette école à l'âge de 17 ans. Et du coup, j'ai travaillé quasiment les 3 ans dans ce magazine féminin, à réaliser beaucoup de choses, à la fois à écrire des articles, à réaliser les reportages mode, à produire. J'ai même commencé à cette époque, c'était donc encore bien avant Instagram, où on incarnait nos projets, mais à effectivement poser, faire du stylisme, etc. Donc ça, c'était effectivement de mes 17 ans à mes 20-21 ans. Et puis ensuite, une opportunité m'a fait intégrer une agence de communication à Paris. C'est mon directeur d'école de journalisme qui, a eu une intuition et m'a connectée avec ce qui a été ma boss pendant 6 ans, et qui m'a appris énormément de choses, puisque je venais pas du milieu de la communication. Et du coup, j'ai intégré à l'âge de 21 ans une petite agence de communication nichée sur la butte Montmartre à Paris. Et là, j'ai ouvert grand les portes de la communication à 360, le conseil en stratégie, la production événementielle, la création de collections, de produits, les relations presse et les relations publiques. Ok, alors c'est incroyable parce que, sans dire que c'était simple, parce que j'imagine que ça a été un parcours qui a été très intense, mais finalement qui a été fluide dans le sens où tu n'as pas eu à te chercher, tu savais dès le départ ce vers quoi t'allais t'orienter et qu'est-ce qui te passionnait. Eh ben écoute, oui,
Maintenant, on dirait que j'ai écouté mon intuition. À l'époque, j'ai suivi vraiment le flow. J'ai vraiment suivi le flow et puis les opportunités, même si pour la petite anecdote, pour ce poste dans cette agence de com, comme c'était pas du tout mon univers et que moi, je rêvais à l'époque d'être journaliste. Je voulais absolument rentrer au L et je voulais être rédactrice au L. C'était mon rêve de petite fille. Et je voulais être aussi chanteuse. Et les deux sont possibles. Les deux sont possibles, exactement. Et puis ça fait quelque part aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ce que je fais. Je chante, j'écris, voilà, je produis du contenu, mais bien sûr. Voilà, à l'époque c'était plus compartimenté. Mais tout ça pour dire que quand j'ai eu l'opportunité de ce poste dans cette agence de communication, j'ai passé l'entretien à l'agence. J'ai été prise, mais pour moi ça me passait au-dessus. J'ai mis 15 jours à répondre. Favorablement. Ah oui. Et je me souviens très bien, c'était un lundi, 15 jours après mon entretien. J'avais 15 jours pour répondre à ce qui viendra ma boss pendant, je crois que je suis restée 6 ans. Et mon meilleur ami, donc je lui raconte, il me dit, mais Steph, mais tu te rends pas compte en fait de l'entretien que tu as passé, de ce que c'est comme métier, de ce que ça peut t'apporter. En plus, ça tirait comme un gant. Et du coup, je me souviens très bien, on était un lundi après-midi du mois de février et je me vois appeler. Je lui dis, bon, bah c'est ok. Elle me dit, bah écoute, tu peux commencer demain. Donc, pas demain, mais je me souviens avoir commencé le mercredi 5 mars 2005. Ah, c'est donc une date gravée, quoi. Exactement. Et donc ça a été une très belle expérience qui t'a beaucoup appris. Ouais. Une expérience extraordinaire. Alors il n'y a pas eu ça a été mouvementé, j'imagine. Mais en tous les cas, comme c'était une petite agence, j'ai beaucoup appris. J'ai eu très vite des responsabilités et très rapidement j'étais à la tête du pôle mode et art de vivre de l'agence, avec des très beaux clients comme Obad et Bata qui étaient nos clients historiques à l'agence. Et ça a été très déterminant, notamment de m'occuper du budget Bata, le chausseur français, parce que au sein de l'agence, on a développé pour ce client un concours de jeunes créateurs pour promouvoir. Donc ça a commencé, si je dis pas de bêtises, en 2005. Je pense que c'est l'année où je suis arrivée, pour promouvoir la jeune création française. D'accord. Et du coup, pouvoir proposer aux écoles de création française, donc ESMOD, etc., de pouvoir participer à un concours de talent autour de la chaussure, évidemment, puisque c'est le métier de cette marque. Et du coup, j'ai été rapidement en charge de ce projet qui a été passionnant, puisque ça a duré mais oui, tu m'étonnes. 5 éditions. Et c'est notamment comme ça, c'est pour ça que j'en parle, c'était très déterminant, que j'ai rencontré Amélie Pichard, que tu connais peut-être, qui est créatrice notamment de ces fameux sacs iconiques avec ce crocodile, mais aussi de chaussures. C'est une créatrice qui m'inspire et que j'admire énormément. Et donc, je l'ai rencontrée à l'époque, et notamment Amélie. Puis, il y a eu aussi d'autres lauréats, comme Pierre-Alexis Hermet ou Julien Granero, qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont donné envie de laisser place à ma créativité, à la création et in fine à l'entrepreneuriat. Donc cette histoire professionnelle dans cette agence a été très déterminante pour tout ce que ça m'a appris dans ma capacité à accompagner des clients et des marques, du conseil aux stratégies, en stratégie jusqu'à la production événementielle, que j'ai toujours adoré et qui vraiment fait toujours partie de mon écosystème. Créer des collections, des produits, des lieux, et puis les relations publiques, les relations presse ont vraiment propulsé des marques et des projets à 360. Et puis cette rencontre avec des humains captivants et fascinants et audacieux et créatifs qui m'ont donné envie d'entreprendre moi-même à mon tour. Et oui, ça te porte en fait. Énormément. Ça te booste et ouais. Ça a été un déclic pour toi de mener ces projets-là, et je trouve toujours merveilleux quand tu regardes en arrière comme ça, de voir à quel point les connexions, toujours ce flow dont tu parles, c'est ces connexions-là qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Ouais. Et j'ai une image en tête, on a fait une édition anniversaire pour ce concours, c'était ma dernière année à l'agence. On a créé la maison Bata des jeunes créateurs pour réunir en fait tous les lauréats des éditions, montrer toutes leurs collections, parce qu'on avait édité avec la marque des très jolies collections dont on était très fiers, on s'occupait de la campagne photo, vidéo, etc. Et je me souviens très bien, dans cette maison qui était nichée dans le 18e avec un jardin, enfin c'était on était dans un très bel endroit pour réunir tous les lauréats, les journalistes, les prescripteurs, on était en plein dans les débuts des blogueurs, etc. Il y avait notamment Punky Bee, Géraldine qui faisait partie des ambassadrices, tu te souviens, des ambassadrices de ce concours. Ouais. Et j'étais avec Amélie, Pierre-Alexis, Julien, etc.
Et je me souviens très bien de cette discussion qui m'a donné le déclic intérieur en me disant « Ok, moi aussi j'ai envie de me lancer, de faire la place à cette créativité » parce que parallèlement, moi j'ai lancé ma société en 2011, mais parallèlement j'avais lancé ma marque de bijoux que j'ai rapidement baptisée Mademoiselle Pierre, qui est restée aujourd'hui mon pseudonyme. Mais à l'origine, c'était le nom de la marque de bijoux que j'avais créée en 2009. Et j'étais encore à l'agence et d'ailleurs j'avais porté pour une des éditions du concours battage. À l'époque, je faisais des colliers, des bracelets et j'avais porté mes propres créations qui avaient tapé dans l'œil de Géraldine, de Punky Bee et qui a aussi été très déterminante dans la propulsion de mon projet créatif et entrepreneurial, puisque ça a été une des premières à en parler sur son blog. Ok, ah c'est génial. Ok, donc tu t'es lancée à ton compte depuis 2011, donc ça fait quand même 12 ans. La société date de 2011, ouais. De 2011, ok. Que vraiment tu as lâché ton activité salariale pour te lancer. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es construite en tant qu'entrepreneur? Alors il y a eu plusieurs étapes. Déjà Mademoiselle Pierre, je l'ai créée en 2009. Donc j'ai pu pendant 2 ans expérimenter tout en étant salariée, en commençant à développer du coup ma marque, mon projet, créer mon site internet, mon blog, etc. Et j'ai rapidement demandé pour la dernière année que j'ai passé à l'agence un 4/5e. Et du coup, je consacrais 3 jours par semaine à mon activité, le vendredi, le samedi et le dimanche, pour développer Mademoiselle Pierre. Et puis, ça concordait avec un moment où il était temps pour moi de terminer l'histoire avec l'agence dans laquelle je me trouvais, et puis de pouvoir voler de mes propres ailes. Donc autour de Mademoiselle Pierre, les bijoux, mais aussi de ma propre agence, puisque j'ai lancé ma propre agence de communication à 360 en 2011. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. La société que j'ai créée en 2011, qui est toujours enregistrée au registre du commerce aujourd'hui, et qui abrite toujours The Wellness Business Club School and Agency, qui est le 3e nom, puisqu'il y a eu Mademoiselle Pierre, les bijoux et le studio, il y a eu Art de Vivre, et aujourd'hui The Wellness Business Club School and Agency. Mais du coup, en 2011, c'était vraiment sur la création, la production et la vente de bijoux, et vraiment sur cette agence de conseil, production événementielle, relations presse et public et création de projets. Donc les deux ont toujours cohabité. Et donc en 2011, je me lance dans le grand bain avec ces 2 activités connexes qui à l'origine n'avaient pas vraiment de lien, puisqu'il y avait les bijoux d'un côté et l'agence de l'autre. Et en fait, très rapidement, en novembre 2012, le lien s'est fait parce que, pareil, intuition du cœur, mon activité en 1 an, 2011-2012, s'est expansée, c'est-à-dire que les bijoux commençaient à bien marcher. Ce qui a été vraiment très déterminant, c'est ce soutien de la part de Géraldine et de Punky Bee. Pour l'anecdote, parce que c'est vraiment, pour moi, ça a été marquant. Géraldine a fait un article sur son blog à l'époque. Et concomitamment à ça, j'avais décroché une fameuse news dans le L, donc ça fait le lien avec mon rêve de petite fille. Ah, génial, quelle fierté. Voilà, je n'écrivais pas pour le L, mais j'avais eu la fameuse petite news au début du magazine, qui quand on est attaché de presse, on savait que c'était la partie qui était la plus regardée. Et j'avais toujours été de l'autre côté, parce que moi je faisais les RP de mes clients. Sûr. Et là j'étais du coup créatrice avec donc mon site, et je pouvais mesurer l'impact que apportait un article de blog et un article de presse. Et donc pour l'anecdote, l'article de Punky m'a fait vendre 200 bracelets en 48 heures, qui pour moi était énorme. Oui. Surtout que ma collection était loin d'être parfaite, c'était vraiment la toute première collection, c'était fait avec mes petites mains, moi j'ai pas de parcours créatif particulier, donc c'était vraiment de façon de très autodidacte. C'était de la bijouterie fantasy. Après je me suis professionnalisée en m'associant avec des très beaux ateliers sur la place de Paris. En tous les cas, cette première collection qui était relativement qui plaisait, mais ça m'a marqué, effectivement 200 commandes. Et je me souviens très bien, à l'époque donc j'habitais à Paris, et d'être descendue en famille à Saint-Rémy-de-Provence, et j'avais mon père, ma belle-maman, mon petit frère et ma demi-sœur, et on était tous ensemble pour en fait produire, éditer les factures et puis faire les colis. Donc ça a été très marquant, et la même chose avec le Elle Magazine. Donc ça a été, je me suis dit ok, il y a quelque chose à faire. Effectivement, je comprends de l'intérieur le mécanisme média pour propulser en fait une marque, si visiblement c'est aligné, si le produit plaît.
du coup, ça m'a donné ce coup de pouce, cette impulsion pour me dire ok, on y va. Et du coup, il y a une étape significative en 2012. Donc Mademoiselle Pierre, à l'époque, le studio Mademoiselle Pierre, ça s'appelait comme ça, s'est développé aussi avec des beaux clients qui m'ont rejoint, qui m'ont fait confiance. Donc à l'époque, j'étais spécialisée en lifestyle, donc mode, beauté, art de vivre. Et en fait, j'avais recruté une assistante, mais on bossait depuis chez moi. Et c'est rapidement devenu petit, parce qu'en plus, je vivais en couple. Donc en fait, j'ai trouvé un local qui deviendra en fait la boutique Mademoiselle Pierre et le lieu en fait de toutes mes créations d'événementiel, entre les sorties de collection de ma marque avec des créateurs invités et aussi des marques et mes clients pour créer tous les mois, puisque du coup il y a eu, tiens-toi bien, 53 événements à la boutique tous les mois. Ah oui, effectivement, ça a dû être une période intense. Intense. C'était incroyable. C'est la même période, parce que c'était vraiment très intense, c'est la même période où j'ai été la consultante de Jolie Box, qui est devenue Birchbox, fondée à l'époque par Mathilde Lacombe, François Morier, Quentin Vacher, Quentin Régroblet, qui m'ont fait confiance pour que je les accompagne en conseil en stratégie événementielle, relations presse et public. C'était une très très belle aventure. Donc voilà, c'était un de mes clients de l'agence. Et parallèlement à ça, c'est ce que je te raconte, la boutique s'est développée avec ces 53 événements de 2012 à 2016. Comment faisais-tu pour gérer tout ça? C'est ça qu'on veut savoir. Alors à l'époque, je me posais pas la question parce que tout fonctionnait extrêmement bien, donc avec beaucoup d'énergie et d'envie, et puis avec la fraîcheur de mes 25 ans, parce que j'avais 25 ans à l'époque, c'était il y a 15 ans cette histoire. Donc beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, extrêmement galvanisée par le fait que ça marche, que ce que j'avais en tête, que ma créativité, mes savoir-faire, mes idées fassent écho, que ce soit au sein de la boutique et puis au sein de l'agence, et puis que finalement les deux cohabitent, parce que plus je développais le réseau de l'un et de l'autre, et puis ça nourrissait les deux écosystèmes. Et oui, bien sûr. Et puis c'est novembre 2012, ça a été vraiment déterminant puisque c'est l'ouverture de la boutique. C'est le mois où j'ai signé Jolie Box, et c'est le mois où je me mets sur Instagram. Mais oui. Voilà, et c'est une de mes futures partenaires qui, donc pour la nommer, parce qu'elle a été très importante dans mon parcours aussi, c'est Margot de You Make Fashion, oui. qui était une des fidèles de la boutique en tant qu'ambassadrice, puisqu'elle était dans le blogging, enfin toujours, elle est créatrice de contenu, très suivie. Et c'est elle qui m'a invitée à créer mon compte Instagram. Je me souviens très bien, on était dans ma boutique, novembre 2012, elle me dit « Franchement, c'est le nouveau truc ». Je dis « Oh ». Et il n'y avait pas tout le monde encore sur Instagram, c'est fou de se dire ça. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai créé mon compte à cette période-là, mais je crois que c'est voilà, à ce moment-là que c'est arrivé en France, et effectivement, ça a mis un certain temps pour que les gens s'y installent. Et c'est fou de te dire que ça fait déjà 13 ans. Et je me souviens très bien de ce moment. D'ailleurs, au tout début, j'avais mis mon prénom et mon nom. J'avais pas mis Mademoiselle Pierre. Et c'est l'époque, c'est ouf, où 5000 personnes rejoignaient le compte par semaine. Ouais. C'était une sacrée époque. C'était assez dingue. Et donc, c'est grâce à Margot. Ouais. Et en même temps, du coup, il y a eu l'ouverture de la boutique. Donc, j'avais pignon sur rue. Donc, c'est comme ça que j'ai pu lancer mes premiers événements. Je m'occupais de Jolie Box. Je m'occupais de Didacter Building, qui est un très beau salon qui, à l'époque, a été ouvert par un de mes amis très chers, qui est un coiffeur de talent, Alex, rue du Jour, derrière les Halles, la Canopée, dans la rue d'Agnès B. Donc, c'était un peu mes clients phares. Et du coup, j'étais très très connectée avec toute la sphère parisienne des prescripteurs, des journalistes, etc. Et donc tout l'écosystème était très vertueux. Instagram, la presse, les influenceurs qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, créateurs de contenu, blogueurs plutôt, qui sont installés sur la plateforme. Et tout ça a fait quelque chose de très très vertueux. Et donc ça s'est expansé très vite. La boutique, où très rapidement, en fait, je faisais un post sur Instagram le mercredi matin, et le mercredi après-midi, j'avais 20 personnes qui déboulaient à la boutique et qui achetaient mes bijoux, mes créations. Et oui.
Les clients de l'agence, du coup, plus j'étais visible et plus j'avais des clients. Donc, en 2012, j'avais une dizaine de clients. La boutique qui cartonnait. Et puis, cette année s'est terminée avec une collaboration historique qui a vraiment fait le lien entre mon travail au sein de mon agence et puis Mademoiselle Pierre. C'est Reebok. Donc, on a signé en 2013. On a été partenaire jusqu'en 2018. Oui, une belle collaboration. Ouais, ça a été incroyable. Je suis allée les chercher grâce à deux de mes amis. Donc, tu vas réentendre un nom que j'ai cité tout à l'heure, Pierre-Alexis Hermet, qui a été un des lauréats Bata. Je me suis liée d'amitié avec Pierre-Alexis et sa compagne. Et c'est grâce à eux qu'en 2013, j'ai rencontré Reebok. Voilà, j'ai rencontré Laura Useglio, qui était à l'époque à la communication et au marketing, et qui m'a fait confiance pour une première collaboration pour célébrer les 1 an de la boutique. Ça m'a énormément portée parce que donc on a fait une collaboration, c'était mes 30 ans. Donc c'était il y a 10 ans, puisque là je fête mes 40 ans ce mois-ci. Et donc ça a été un tournant significatif. Ça fait 1 an que la boutique était ouverte, l'agence fonctionnait très bien, Reebok me dit OK, et du coup je décide en novembre 2013 de faire un événement, une boom Reebok Mademoiselle Pierre autour des années 90. Je change complètement le décor de la boutique. Je fais un énorme sticker et je m'inspire de tout l'univers Beverly Hills. Les transistors, food truck de hot dog, canettes de cola, etc. Et donc je décide en novembre 2013 avec Reebok pour lancer la collaboration autour de la freestyle, qui est leur basket iconique et très ancrée dans les années 80. Donc moi je suis née en 83. D'imaginer un grand événement, moi ça reste mon métier depuis toujours, donc je le fais avec beaucoup d'entrain et de ferveur. La magie de l'histoire veut que j'ai une égérie extraordinaire pour cette collection. C'est la chanteuse australienne Mickey Green. Je ne sais pas si tu te souviens de cette chanteuse. Oui, mais bien sûr. Génial, incroyable. Et donc j'arrive par une maquilleuse et une photographe avec qui je travaille main dans la main pour toutes mes campagnes Mademoiselle Pierre. En fait, de rentrer en contact avec l'agent de Mickey Green. Et je lui pitch le projet, Reebok, Mademoiselle Pierre, la boom, les années 90. Et c'est l'époque où elle sort à ce moment-là un album dans ce ton, justement, assez street. Et du coup, elle me dit OK. Donc, folie intégrale, on shoot une campagne, Mickey Green, Mademoiselle Pierre, Reebok. Ma boutique, je détourne le logo Beverly Hills, tu sais, ce fameux Stamps rond. Donc, plein cœur du 11e, j'ai, même pas en 4x3, en plus que 4x3, j'ai Reebok, Mickey Green, Mademoiselle Pierre. Ça doit être incroyable. Donc, c'est fou, mais je me rends pas compte de l'ampleur de l'histoire. Ça fait 1 an que la boutique est ouverte à ce moment-là. Je fais un événement tous les mois. Depuis 1 an, je lance une collection de bijoux tous les mois. Parce que c'était la grande époque. On était à l'époque... Tu dois te souvenir de Cézanne qui tous les mois faisait un drop le dimanche. Oui. Voilà, donc on était vraiment dans ce trend, une hyper-consommation quand même, mais vraiment avec des lancements très récurrents. Donc on était dans ce move et du coup tous les mois je lançais une nouveauté et puis j'invitais d'autres créateurs et d'autres marques pour créer une thématique et puis créer une vibes comme ça tous les mois. Mais il y avait une 50aine de personnes qui venaient tous les mois, donc ma boutique faisait que 25 mètres carrés, certes il y avait une terrasse, donc j'avais de quoi accueillir tout le monde. Et là, tiens-toi bien, moi, je fais comme d'habitude, je fais ma com de d'habitude sur Instagram. J'avais recruté un bureau de presse à l'époque, donc qui me soutient sur les invitations. Et là, je me prépare à accueillir 50 personnes comme là, j'ai 200 personnes qui déboulent. Oui, là, je crois que tu n'avais pas bien évalué la situation, Stéphanie. J'ai 200 personnes. Et en fait... ça m'a pas effrayée, de toute façon t'as pas le choix, t'as 200 personnes qui arrivent, ta boutique fait 25 mètres carrés, donc à un moment donné ça va se passer dans la rue. On est en novembre et ce jour-là par bonheur il ne pleut pas. Ah oui, la chance était avec toi. Et là il y a 200 personnes, donc il y a mes clientes et il y a Audrey Lamy, il y a Stéphie Selma, tu sais qu'elle jouait dans 10%. Enfin j'ai des personnalités qui commencent à débouler, je fais qu'est-ce qui est en train de se passer? Incroyable. Et ça a été un tournant majeur il y a 10 ans, pour plusieurs raisons. Pour la marque Mademoiselle Pierre, j'ai ensuite lancé une ligne de prêt-à-porter avec des sweats et des t-shirts.
des personnalités féminines, des actrices, des chanteuses, qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenue. Des prescriptrices qui ont été extrêmement fidèles pendant toutes ces années et qui ont vraiment participé au développement de tout l'écosystème. Et encore aujourd'hui, je suis toujours proche de Fanny B ou de Didi, de Virginie Mes Petites Paillettes, de Haute-Sarcamari, enfin voilà, et puis de Margot, du Make Fashion, qui ont été, c'était vraiment un écosystème hyper vertueux. Mes clients qui me soutenaient parce qu'ils me faisaient confiance aussi pour des choses qui se passaient à la boutique. Donc voilà, c'était extraordinaire. Et puis Reebok, puisqu'on a travaillé ensemble chaque année jusqu'en 2018, jusqu'à terminer avec une campagne internationale où je suis partie à Boston dessiner la basket Mademoiselle Pierre Reebok au QG à Boston, et puis où je me suis occupée j'ai créé la campagne photo et vidéo qui a été diffusée à l'international et la basket vendue dans le monde entier. Donc voilà, ça m'a propulsée. C'est une très belle victoire. Et qu'est-ce qui a fait du coup que Mademoiselle Pierre, la marque de bijoux, s'est arrêtée? Eh ben, je pense pour une raison personnelle pour le coup, c'est que tu me posais la question tout à l'heure, et comment tu faisais? Et oui. Non, ça a été en fait très très déterminant, et c'est ce qui aujourd'hui est la base fondatrice de The Wellness Business Club, où tout est dans le titre, mais je vais y revenir après. Non, dans l'eau, en plus, ça a été toute la période, j'avais donc 25 ans et plus. Et j'ai toujours été, donc, comme tu le disais, une personnalité très passionnée dans tout ce que je fais. Et donc, j'ai accueilli la vie à bras ouverts. Donc, je travaillais beaucoup et je sortais beaucoup. Enfin, je vivais, en fait. J'ai mangé la vie. Donc, je me suis pas économisée. Et à l'époque, le wellness et la slow life et le bien-être ne faisaient pas du tout partie de mon écosystème. Donc je travaillais beaucoup, mais c'est toujours été un travail passion, comme aujourd'hui, mais j'avais pas du tout la notion de limite, de respect du corps, de la santé mentale, et donc j'ai été freinée par ma santé. Très clairement, j'étais un peu au top of the pop, j'étais un peu en haut de mon tableau de vision que j'avais même pas osé visualiser. Non, et la santé m'a arrêtée, où j'ai fait même 2 burn-out. J'en ai parlé à plusieurs reprises parce que ça a été très déterminant pour mon changement de vie. Mais malheureusement, ça a été quelque chose c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, parce qu'on est nombreuses à être allées un peu au bout de nos limites physiques et mentales. Mais du coup, c'est ce qui a mis un stop dans mes activités. Ok. Donc voilà, il y a eu cette période-là où tu t'es reconstruite, tu as dû quitter Paris. Oui. Et c'est là où, tout en restant dans ce que tu faisais, tu as quand même reconsidéré les choses d'une autre façon. En fait, j'ai tout repris depuis le début, parce qu'effectivement, gros problème de santé, vraiment un breakdown mental. Mon 2e burn-out, je pouvais même plus parler et comprendre, je pouvais plus avoir de conversation avec qui que ce soit. Donc j'ai quitté Paris pour aller m'installer chez mon papa et ma belle-maman à ce moment-là, parce que je pouvais plus mener une conversation. Donc ça peut être une des caractéristiques du burn-out, c'est vraiment que le cerveau... oui, il y a une rupture. Une rupture. Donc pour quelqu'un qui bosse dans la communication, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ça fait sens, du coup. La manière dont ça s'est exprimé, ce mal-être. C'est ça qui est assez hallucinant. Ça vient te toucher pile au bon endroit, en fait. Et oui. Pour savoir... au final, après coup, je le comprends. Parce que, du coup, c'est vraiment le court-circuit. On t'empêche de communiquer via l'extérieur, via la parole, et même le système de compréhension cérébrale. Et en fait, ce qui m'a exactement propulsée là où je devais. Donc déjà, j'ai reconstruit mon écosystème personnel, c'est-à-dire j'ai recommencé à apprendre à dormir, à manger, à faire une activité physique, parce que ça faisait pas du tout partie de mon... C'est un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais je dormais quand je pouvais entre tous ces projets. Bien sûr. Je mangeais quand je pouvais. Et je faisais aucune activité physique. Et aujourd'hui, on sait que c'est quand même la base d'un équilibre physique et mental. Ça permet de voir justement les progrès qu'on a fait de ce côté-là et à quel point on a fait changer la conscience collective. C'est incroyable. Énorme. C'est énorme. Et du coup, j'étais mon propre cobaye. Donc j'ai atterri dans le sud en 2018.
où je me suis posée donc à Arles officiellement, mon papa étant juste à côté à Saint-Rémy-de-Provence. Et du coup, ça en est suivi. 2019 a été une année très déterminante parce que c'était une année, il fallait que je me reconstruise parce qu'en gros, j'étais tellement mal en point. Puis le burn-out, c'était pas tant un épuisement physique et mental, mais avec un état dépressif. Et oui. Donc voilà, il fallait toucher le fond pour rebondir, ou voilà, il fallait faire quelque chose dans un sens ou dans un autre. Mais ça m'a, du coup, c'était une question de survie. C'est-à-dire que là, j'ai arrêté mes activités pendant 6 mois, ce qui a posteriori me paraît plutôt très court. En plus, j'ai pas été diagnostiquée, j'ai pas été suivie, donc j'ai fait mon propre protocole. Donc voilà, j'ai recommencé à apprendre à dormir, à manger, à prendre soin de moi. Je me suis mis à la marche nordique. Et puis le yoga faisait déjà un peu partie de ma vie. Et du coup, ce qui m'a précipitée dans une série de voyages initiatiques en 2019, avec ce qui est assez classique, mais ce qui a été très déterminant. Je suis partie en Inde pour découvrir l'Ayurveda et pratiquer le yoga. Je suis allée à l'ashram d'Ama. Donc ça a été déjà un premier déclic en février 2019. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mon année Majorque, Berlin, et j'ai terminé au Guatemala pour me former au yoga vinyasa et au chamanisme. Donc l'enjeu principal, c'était moi de me reconstruire personnellement et en fait de recouvrer la santé, parce que ce qui était certain, c'est que j'ai refusé ma psy de l'époque voulait me mettre sous antidépresseur, et ça me concerne, je ne souhaitais pas à l'époque être sous médicaments. Donc ça a été pour plusieurs raisons, parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui était sous antidépresseur. Je suis pas médecin, hein, mais en tous les cas pour moi, ça ne faisait pas écho, et donc quelque part je me suis battue et je voulais trouver d'autres ressources que ça. Alors ça a été douloureux, parce que quand on n'a aucune chimie pour annihiler la douleur et l'état dépressif, c'est complexe. Oui, ça demande de se faire vraiment beaucoup de courage en tout cas. Donc en tout cas, ça a été mon choix. Oui. Qui m'appartient. Je ne fais aucun prosélytisme sur ce sujet. Moi, ça m'a paru juste. Et parallèlement à cette année et ces voyages où j'ai donc découvert l'Ayurveda, j'ai pratiqué le yoga énormément. À Arles, j'étais 2 fois par jour au studio, donc je pratiquais matin et soir. J'ai découvert le yoga nidra. C'est l'année où je me suis formée pour la première fois au yoga nidra. J'ai découvert la numérologie angélique et vibratoire, et donc j'ai terminé l'année au Guatemala pour me former au vinyasa et être initiée au chamanisme. Et c'est l'année aussi où j'ai lancé, parce que on change pas une équipe qui gagne, même si j'étais en plein burn-out. C'est pour ça que je dis que j'ai pris que 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai relancé ce qui a été mon 2e projet entrepreneurial, Arles de Vivre, puisque j'étais installée à Arles, et du coup l'idée de partager en fait tout cet art de vivre, cette Arles de vivre, donc ce jeu de mots, autour d'un art de vivre conscient, autour du bien-être holistique. Bien manger, bien dormir, prendre soin de son corps et de son esprit. Et ce sont les débuts, du coup, de ce nouveau projet entrepreneurial, en fait, avec des bases différentes, mais toujours en te servant de tout ce que tu as construit et de tout ce que tu as acquis. Et aujourd'hui, donc, tu proposes un accompagnement bien-être global à 360. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, et comment tu as réussi finalement à te dire je vais accompagner et propulser d'autres talents, d'autres entrepreneurs avec ces outils qui, moi, m'ont permis de me reconstruire? En fait, c'est venu à moi, finalement, comme pour tout le reste. En fait, ce qui est parti de moi, c'est ce partage, parce que du coup, j'avais cette communauté sur Instagram. J'ai quand même disparu pendant 6 mois, alors j'étais quand même très présente avec cette communauté de 28 000 lectrices et lecteurs qui me suivaient de toute cette aventure. Donc, soit je disparais complètement des réseaux et voilà, et je ne suis plus du tout sur le digital et je fais ma vie parce que voilà, ce trop-plein... Ah oui, il fallait te reconnecter là à toi. Et... Voilà. Ouais. Donc j'ai disparu pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, je fais soit je remets pas le nez sur les plateformes et notamment sur Instagram, soit je dis la vérité. Parce que à l'époque, honnêtement, faut le rappeler, c'était du coup 1 an et demi avant le Covid, etc. Parler de burn-out, c'était franchement pas hyper en vogue. Oui, tout ça c'est finalement arrivé avec le Covid et un peu après le Covid, où on a vraiment eu cette libération de la parole autour de la santé mentale. Et honnêtement, moi, le premier sentiment qui me venait, c'était plutôt de la honte. Et je pensais qu'être
avoir vraiment mal géré les choses et que j'étais la seule à vivre ça et que du coup c'était super honteux d'en être arrivée là alors possiblement sur le papier j'avais tout et qu'en fait après le coup j'ai découvert qu'en fait non c'est là du coup que tout a démarré parce que en libérant ma parole, donc en reprenant la parole sur Instagram avec quand même cette communauté de 28 000 personnes, en fait j'ai raconté la vérité et puis j'ai commencé à partager mes découvertes, mes lectures, mes rencontres, les pratiques, etc. Et ça a très rapidement trouvé écho. Et ça en est suivi donc énormément de partage du coup au quotidien avec un lien très fort qui s'est retissé mais sous une manière très authentique avec cette communauté que je chéris énormément. Et puis j'ai commencé à me former à certains outils dont la numérologie. Et en fait pour répondre à ta question, j'ai recommencé mon activité où je faisais des consultations en numérologie angélique et vibratoire pour accompagner les personnes pour trouver leur mission de vie. J'avais jamais entendu parler de ça et d'un coup, j'ai découvert ce qu'on appelle aussi l'ikigai, la mission de vie, ce pourquoi chaque être humain est fait pour contribuer au-delà de son épanouissement personnel, en fait que l'épanouissement se trouve dans la contribution au monde et que chacun en a une contribution différente à apporter. Je fais mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce truc? Révélation totale et du coup je le prenais par plein de bouts différents, l'astrologie, la numérologie, le human design et de comprendre en fait que chaque être humain était là oui pour s'accomplir en tant qu'être mais en contribuant au monde, à la société, à l'écosystème. Et ça a été une révélation donc en fait d'une manière très naturelle j'ai proposé à faire des consultations de numérologie. D'accord. Et ça a tout de suite pris. Et donc pour moi, c'était accompagner les personnes sur leur mission de vie. Et en fait, pour répondre à ta question, en fait, je me suis rendu compte très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de monde est venu à moi. Donc j'ai fait un peu une petite analyse très rapide. En fait, je me suis rendu compte que 90% des personnes qui venaient à moi naturellement étaient des femmes, entre 25 et 40 ans, qui se questionnaient sur leur transition professionnelle ou sur leur réorientation professionnelle. Donc sur une partie business. Donc sur la transition salarié à entrepreneur ou comme mon parcours, c'est-à-dire entrepreneur, mais moduler les choses au sein même de son parcours d'entrepreneur. Okay. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est venu à moi et c'est du coup aujourd'hui ce que je conseille toujours à mes clientes. C'est toujours partir de cette impulsion du cœur, c'est-à-dire c'est vraiment parti d'une impulsion du cœur. Je me suis dit c'est d'une évidence sans nom, tellement ça a changé ma vie, ma perception des choses, de savoir et de comprendre et d'intégrer ce pourquoi je suis faite et en l'occurrence accompagner les autres et montrer le chemin sur comment s'épanouir dans sa mission de vie. Quand on parle de mission de vie et quand on a un métier passion, la base d'une mission de vie c'est pas forcément un métier, mais j'ai relié mission de vie, entrepreneuriat, et en fait pour que l'écosystème personnel et professionnel soit juste au service d'une expansion globale, personnelle et professionnelle et extrêmement vertueuse. Bien sûr, et on le sent vraiment, c'est ce qui fait que ça fonctionne chez toi, c'est qu'il y a cette générosité de partage, cette générosité dans l'accompagnement qui est évidente en fait, et du coup on te fait confiance les yeux fermés. Et j'en suis la première convaincue et je garde encore une très belle expérience. Et du coup, tu t'es récemment formée d'ailleurs, tu as ajouté une corde à ton arc, avec tout ce que tu nous as dit, le yoga nidra, tu t'es formée à l'activation de l'énergie vitale. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette pratique qui semble de nouveau être quelque chose qui te fait énormément vibrer et que tu souhaites transmettre avec toute la passion qui te caractérise? J'ai rencontré l'activation de l'énergie vitale qui s'appelle aussi l'Inner Dance il y a 1 an maintenant. Donc pareil, c'est rentré dans ma vie. Moi, j'en avais besoin à titre personnel pour passer un cap dans mes réflexions de jeune quarantenaire, avec toutes les problématiques que ça peut éventuellement comporter sur le couple, la maternité, sa place dans le monde, dans la société, etc. Et moi ça a été mon sujet et je ne trouvais pas les ressources dans les outils que j'avais dans ma boîte à outils d'accompagnante, en l'occurrence le Vinyasa, le Yin et le Nidra, qui étaient mes outils d'épanouissement au quotidien, mais qui ne m'ont pas suffi pour trouver les ressources nécessaires. Oui. Et du coup est arrivé
par hasard, entre guillemets, encore la magie des rencontres, j'étais suivie par une thérapeute à l'époque qui m'a mis sur le chemin de cette pratique. L'activation de l'énergie vitale, qui est aussi appelée Inner Dance et aussi appelée Transconsciente, qui est un mouvement, l'Inner Dance, créé par un certain Pai, qui est basé aux Philippines, qui a une quinzaine d'années, qui est transmis par Antonella Curti en France aujourd'hui, et en fait qui est le lien entre mes deux pratiques phares, le yoga nidra et donc l'activation de l'énergie vitale, le travail autour de du pouvoir de la conscience modifiée. Okay. Donc le pouvoir du cerveau, donc là on parle vraiment de neurosciences, d'ondes cérébrales, bêta, theta, delta, etc. Et c'était déjà le cas, donc le Nidra est rentré dans ma vie en 2019, donc depuis je pratique tous les jours et aujourd'hui je forme, puisque tu es en plus officiellement ma toute première élève. Et oui, quel honneur. Voilà, en yoga Nidra. Et du coup l'activation est venue compléter mon travail sur le pouvoir de la conscience modifiée, au service de la gestion de l'anxiété, de la sérénité, d'un mieux-être au quotidien. Donc équilibrer tout simplement le système nerveux. Et au-delà de ça, l'activation de l'énergie vitale, qui est une pratique qui se fait allonger, les yeux fermés, sur un tapis. Tout se passe avec la résonance vibratoire d'une playlist. Enfin, on travaille avec plusieurs playlists, mais qui sont construites spécifiquement pour les séances d'activation d'Inner Dance, pour justement activer le système sympathique, parasympathique, équilibrer le système nerveux, favoriser des libérations émotionnelles et physiques. D'accord. Favoriser une recirculation de l'énergie vitale dans le corps, en remettant le corps en mouvement, en favorisant le déblocage de schémas limitants dans le cerveau. Ça a l'air d'être un outil très puissant. C'est extrêmement puissant. Ça reste un outil, c'est un processus. C'est comme tu fais pas un cours de yoga où tu manges un repas sain et voilà. Ça reste un processus, mais en tous les cas, il y a un avant et un après. C'est une pratique qui vient vraiment, comme ça vient rééquilibrer le système nerveux, ça vient apporter beaucoup de recul sur les situations, ça vient apporter beaucoup de sérénité, ça vient faire de la place. Donc souvent quand on commence la pratique, moi c'est rentré dans ma vie il y a 1 an, je peux te confier, est-ce que je me suis peu confiée sur le sujet cette année, est-ce que j'ai suffisamment parlé de mes burn-out à l'époque, etc. Et puis, mais que chaque période lumineuse est la plupart du temps précédée de périodes plutôt sombres. Et donc du coup, tout ce qui se passe de façon visible depuis quelques semaines sur les réseaux est inversement proportionnel à l'année particulière que j'ai vécue, parce que pour faire de la place pour des belles choses qui sont alignées, faut faire du ménage. Et oui. Voilà. Et c'est une pratique qui fait du ménage. Donc elle arrive en général dans notre vie quand on est prêt à faire le ménage nécessaire sur tout un tas de choses. Ce qu'on fait dans la vie, les personnes qu'on fréquente, ce qu'on met dans notre vie, jusqu'à l'alimentation. Et donc moi ça m'a, par exemple, je me suis installée à Arles pour les raisons qu'on a évoquées, et puis parce que c'était un choix d'un lifestyle. Je me suis installée à Arles fin 2018. Et en fait, je suis totalement repropulsée à Paris. Je viens d'ailleurs d'annoncer officiellement que je suis en résidence la moitié du temps à Paris. Donc je suis pas toute seule à la tête de ce lieu, avec Céline Julien, qui est la fondatrice de Ma Thérapie. Et donc on est partenaire pour un lieu en plein cœur du Marais, à côté de la place des Vosges. Voilà, un appartement soin, un appartement pour accompagner des femmes, mais pas que, et des hommes. Félicitations pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, et donc l'activation, notamment, m'a repropulsée dans cette dynamique à Paris. Et c'est extrêmement puissant parce que faut être prêt. J'ai fait des choix très conscients de venir m'installer ici, avec une maison, tout un écosystème professionnel autour de la maison et personnel. Et puis en fait, c'est comme si t'avais pas le choix, mais tu n'as pas le choix, mais tu n'es pas conscient que tu veux ça, en fait. C'est ça qui est ouf. Donc en fait, il faut être prêt à lâcher prise, parce que tout part de cet état de lâcher prise. Et oui. Parce que tout ce qui s'en vient, c'est ce qui est le meilleur pour toi, mais c'est pas forcément ce que tu avais mentalisé. Parce que le mental, il est là pour te garder en sécurité, donc à souvent te garder dans ta zone de connu et de confort. Ta zone de connu et de confort, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Et non, et ça c'est important de le rappeler, je te remercie. Parce que c'est là où tu avances en fait, si tu sors de ta zone de confort. Et il en faut un peu de zone de confort, c'est ce qui permet l'équilibre, mais il ne faut pas hésiter à écouter ce qui se présente sur notre chemin et qui nous amène à sortir de cette zone de confort pour pouvoir s'épanouir, quoi, et se sentir encore mieux. Et ça,
Ça, c'est incroyable. En fait, cette pratique, du coup, rééquilibrant le système nerveux, libérant vraiment les blocages émotionnels et physiques. Il faut savoir que toute chose qui est vécue dans cette vie-là, mais aussi in utero, et même dans les vies, après c'est si on est sensible à ça, dans ces vies antérieures ou même engrammées par ce qu'ont vécu notre lignée, notamment de femmes, nos mères, nos grands-mères, etc. Mais en tous les cas, pour revenir à quelque chose de peut-être plus tangible, ce qu'on a vécu depuis le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui, si l'énergie ne circule pas, toutes les émotions sont engrammées dans notre corps. Et ce qui peut créer au fil du temps certains maux, du ventre, du dos, des éruptions cutanées, etc. Des dérèglements physiologiques et bien réels. Mais je fais encore l'expérience que certaines émotions enfouies, certaines choses non dites, créent des inflammations au niveau du ventre, créent des éruptions au niveau du visage, etc. Voilà. Donc il y a un vrai lien entre les émotions et le corps. Donc cette pratique permet de vraiment faire circuler cette énergie pour que les émotions circulent. Et donc si on ne fait pas forcément circuler ces énergies, donc il y a déjà tout un processus pour libérer. Oui. Et puis ensuite accueillir ce qui est bon pour nous. On est même surpris, donc moi j'apprends parce que étant facilitatrice et j'accompagne du coup tout un tas de personnes avec cette pratique en individuel ou en collectif, je suis moi-même tenue et obligée de passer par ce processus pour voir ce que ça provoque chez moi et d'avoir un coup d'avance sur les personnes que j'accompagne. Et du coup, le secret, la clé, c'est juste être dans l'instant. Alors juste être dans l'instant, je crois que c'est le truc le plus compliqué à faire. Oui, ça demande un entraînement quotidien avec différents outils. Je trouve que ça a tellement de sens avec le coaching de pouvoir débloquer d'un côté, ouvrir pour justement avancer dans son coaching, parce que c'est des outils qui sont hyper puissants dans la connaissance de soi et dans les déblocages. Et c'est exactement ça. Donc en fait, aujourd'hui, le yoga nidra et l'activation de l'énergie vitale sont des outils. Alors, mon projet s'appelle Wellness Business Club School and Agency, pour des outils wellness, mais c'est bien plus que ça, c'est des outils énergétiques. Et même au-delà de ça, on vient vraiment travailler avec le pouvoir du cerveau, avec les neurosciences, au service d'un bien-être physique et mental, et au service d'une créativité et d'une productivité saine. Je me suis pas changée, je suis toujours extrêmement productive. Ça fait partie de qui je suis. Mais cette productivité, pour qui que ce soit moi, et puis du coup je l'observe à grande échelle sur l'ensemble de mes clientes, puisque j'accompagne autant en one-to-one aujourd'hui, des dirigeantes ou des entrepreneuses à impact dans le bien-être, que des marques et des lieux holistiques. Et en fait, je me rends compte que c'est pas d'annihiler cette productivité, c'est de la rendre saine. C'est de la rendre vertueuse. Ce qui peut d'ailleurs peut paraître presque, quand tu les mets à côté, sain et productif, ça peut paraître presque contradictoire, et effectivement l'équilibre est parfois très difficile à trouver. Et en fait, quand je parle de productivité saine, c'est que notamment avec ces outils, quand ils sont utilisés avec une intention et dans un but pas d'expérience, mais vraiment un outil d'accompagnement et de développement de soi, c'est que les idées arrivent beaucoup plus vite pour ces projets, pour avancer sur sa stratégie entrepreneuriale, sa stratégie événementielle, on est davantage en énergie. Moi, toutes mes clientes sont des entrepreneuses du bien-être, donc sont soit accompagnantes ou sont à la tête de lieux ou de marques, donc il y a besoin de temps humain, de temps de présence, et chacune a besoin de se régénérer beaucoup plus rapidement. Donc avec ces outils, on se régénère plus rapidement, on est plus consciente de ses limites, de ce qu'on doit manger, ça aussi c'est très important, d'être connecté en fait à soi, à ses besoins de sommeil. Moi je suis quelqu'un qui dort beaucoup, et c'est quand même assez mal vu dans le monde dans lequel on vit, le fait de dire « Ah, je ne dors que 5 heures par nuit », c'est très valorisé, enfin à mon sens, moi j'ai toujours eu cette vision. Oui, et c'est vrai qu'elle persiste légèrement encore quand même si on dit que grâce à la naturopathie et justement cette approche plus holistique, on sait très bien qu'il il faut dormir 7 heures minimum, mais ça reste quand même, quand tu es quelqu'un qui entreprend, dormir plus de 5-6 heures, c'est pas effectivement très valorisé. Ouais. Et du coup, moi c'est tout ça que je prône, et d'ailleurs j'en ai fait...
vraiment quelque chose au centre de tous mes partages avec mes clientes. En fait, moi venant du milieu de la communication et de l'événementiel, autant te dire que l'écosystème de chacun est pas vraiment respecté. S'il faut faire se parler sur WhatsApp à 7h du matin ou à minuit, ça m'est beaucoup arrivé de partager avec mes clients, parce qu'en fait, à partir du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, t'es en interconnexion permanente, sans forcément respecter que c'est le bon moment ou pas, que c'est la pause déjeuner. Enfin, c'est fou d'en parler. C'est terrible, ouais. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, mais je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu quand même créer ça en interaction évidemment avec mes clientes. C'est en fait de respecter l'écosystème de chacune, et mes clientes le savent. Moi, je ne prends aucun rendez-vous avant 10h du matin, sauf cas exceptionnel. Parce que déjà, je me lève tard par rapport à la norme sociale. J'ai pas d'enfants, donc je n'ai pas de contraintes d'école, de crèche, etc. Et naturellement, depuis toujours, je me couche tard et je me réveille tard. Oui, parce que c'est ton rythme à toi. Voilà. Et le soir, je suis extrêmement créative et productive. Par exemple, hier soir, à 1h30 du matin, j'étais en train de pondre la prochaine stratégie pour un de mes futurs clients que je pitch vendredi prochain à Paris. Et voilà. Et la strat, elle m'est venue à 1h30 du matin. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, ces outils, wellness, mais encore une fois, c'est dans les grandes lignes, sont au profit d'un épanouissement business, entrepreneurial, sain. Et c'est compatible parce que ça vient justement mettre la créativité au bon endroit. On peut dire canaliser la créativité, c'est-à-dire que moi je pratique le Nidra tous les jours depuis 2019. Après déjeuner, j'adore ce moment, et que mes meilleures idées, bon sauf tu vois hier soir parce que j'ai fait une activation en fin de journée, et que l'activation me fait ça aussi, c'est que ensuite les idées me descendent du ciel. En vrai, ça peut paraître un peu fou, mais c'est le cas, parce que il y a une forme d'alignement. Et il y a une sorte de téléchargement d'infos, c'est pas laborieux, et donc l'expérimentant sur moi et je vois sur mes clientes, les idées elles viennent en un bloc, donc il n'y a pas besoin de se poser derrière un ordinateur, elles viennent te régénérer plus facilement et elles viennent prioriser ce que tu as à faire. Donc au bénéfice de l'entrepreneuriat et du business, et puis ça vient t'aligner à une forme de justesse du cœur. Ça peut paraître un peu cucu de dire ça, mais c'est vrai. Et c'est ça pour lequel je suis le plus reconnaissant. Et puis tu es la première à expérimenter ça finalement, et tu en es tellement convaincue que c'est évident pour toi, et c'est ce qui fait que tu le transmets aussi bien. Moi je trouve que vraiment tes accompagnements ils sont très singuliers, et tu as su créer quelque chose qui est à la fois le résultat de toute cette reconstruction que tu as eue, de toutes ces découvertes. Et à la fois, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est une catastrophe. Je suis désolée. Il n'y a aucun souci. Mais oui, non, ça fait sens, parce que c'est toi qui as expérimenté, tu transmets. Et ça donne de la singularité à ton projet. Et tu as une manière d'accompagner qui est totalement unique, et qui... J'en suis la première convaincue, et ce qui présente le plus de résultats. C'est comme pour tout, quand on dit, je vais comparer à la beauté, quand on se met il est terminé le temps où on te disait que pour avoir une belle peau, il faut se mettre des crèmes de qualité. Non, ça ne se résume pas à ça. Et en fait, tu fais la même chose dans le coaching. C'est que le coaching ne se résume pas qu'à cet accompagnement qu'on connaît bien. Tu ajoutes tous ces outils-là qui vont venir véritablement permettre à la personne qui est coachée de mieux se connaître, de libérer certains blocages, et d'avoir envie de prendre soin de soi, de se reconnecter à ses besoins. Et ça, c'est, je crois, la clé d'un peu tout. Se reconnecter à son corps et à ses besoins. C'est exactement ça, tout part de là. Et c'est vrai que même au-delà du coaching, du coup, j'ai vraiment reconnecté avec mon rôle de consultante en stratégie. Parce que le coaching, c'est la base aujourd'hui de mon travail, c'est-à-dire garder un mindset fort et confiant. Mais encore une fois, c'est un mindset. Donc, c'est hyper important, parce que 90% de la réussite d'un projet entrepreneurial part d'un mindset positif. Mais il y a quelque chose que je partageais sur Instagram hier, c'est que si tu n'es pas en capacité de visualiser, mais de ressentir là où tu veux aller, tu n'y arriveras jamais. Et sauf que les pensées, elles sont déterminées par ce que tu as vécu, elles sont déterminées par le passé. Et avec ces pratiques, c'est ça où est la découverte, c'est que du coup, ça catapulte tes schémas. Tu ne peux que construire ta vision sur ce que tu connais déjà. Parce que sinon, tu peux peut-être le visualiser, mais comment tu peux ressentir
quelque chose que tu penses pas possible. Donc du coup, il va y avoir l'émotion et la sensation de je le vois, mais j'ai peur, et puis mais pourquoi j'arriverai là? Et oui. Et avec ces pratiques, ça vient dégoupiller ça parce qu'elles viennent connecter à en fait un champ de vision, très clairement. Elles viennent connecter avec du rêve lucide, que ce soit le nidra ou l'activation de l'énergie vitale. Ça vient intensifier, comme quand on rêve en fait, et on voit certaines scènes et du coup on les ressent. Ça nous est tous arrivé de rêver de quelque chose par exemple de très agréable et de ressentir cette sensation très agréable, et à l'inverse de ressentir quelque chose de très paniquant et de le ressentir dans tout le corps. Oui. Et avec ces pratiques, on vient induire ce qu'on souhaite naturellement et le ressentir. Et donc du coup c'est pour ça qu'on va bien au-delà du coaching en travaillant avec ces outils pour ressentir là où on veut aller. Tu vois, je fais le parallèle pour vraiment bien l'illustrer. Là, je me suis passionnée pour des documentaires sur l'histoire de Taylor Swift et des Beckham. Parce que si vous voyez le point commun, pourquoi des telles personnalités sont arrivées à un tel niveau de réussite, c'est parce que, et vous le verrez dans tous ces documentaires, c'est pareil pour Lady Gaga, Céline Dion, etc. Depuis toujours, c'est des personnes qui ont visualisé, mentalisé, ressenti au plus profond d'eux qui voulaient être à cette Coupe du Monde, être sur la scène de ce stade, etc. À chaque fois, le point commun, et là ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est à quel point, depuis leur plus jeune âge, ils ont rêvé, mangé et travaillé dans le sens de cette grande vision ressentie au plus profond de leur tripes. Ouais. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans le business, et aujourd'hui vraiment ma spécialité, c'est les business dans le bien-être à impact, parce que j'ai vraiment pris conscience, et ça aussi, tout me pousse dans cette direction, c'est mettre mes savoir-faire et mes accompagnements au service de personnes qui ont envie d'y aller, parce que c'est pas tout d'être confiant, de visualiser, j'ai envie d'y aller, mais il faut se donner les moyens d'y aller. Et oui. À un moment donné, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Non, ça c'est certain, c'est certain. Et tu l'as évoqué rapidement, tu accueilles, toi, tes coachés chez toi, à Paradidou. C'est vraiment un format d'accompagnement qui est immersif. Pourquoi c'est important pour toi? Toujours dans cette... parce que l'accompagnement 360 passe par aussi l'expérience qui va jusqu'à se sentir bien chez toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu, qui m'a beaucoup marqué, qui fait partie intégrante de cette expérience-là, c'est que tu es au petit soin des personnes que tu accueilles. Je me souviens que c'est quelque chose que je raconte souvent, mais tu as pris soin d'observer ce que j'aime manger pour que ce soit là, et c'est une forme de repère aussi pour moi et d'attention qui m'a beaucoup touchée, qui m'a de suite mis dans une bulle de sécurité. Et ça, j'y ai été très sensible, et j'imagine que c'est un retour aussi de tes coachés. Merci pour ton retour, Claire. Ça me touche énormément. En fait, c'est pas calculé, c'est que je pense ça fait partie de moi. J'avais envie. Alors c'est vrai que c'est assez inédit. Je pense que personne d'autre le fait, d'accueillir en one-to-one quelqu'un chez soi pour l'accompagner, parce que ça demande aussi une implication personnelle. C'est aussi possible, et je me le suis autorisée parce qu'effectivement je vis seule, j'ai pas d'enfant, et que voilà, la configuration du coup est facile, et j'aime cette vie partagée. C'est une vie que j'ai beaucoup découvert au travers mes formations, mes retraites, etc. Cette vie en communauté, entre femmes aussi, de pouvoir se connecter sur un art de vivre au moment des repas, du sommeil, etc. Et puis, honnêtement, ce qui m'a donné la puce à l'oreille et donné l'impulsion de proposer ça à mes clientes, qui deviennent plus que des clientes, du coup tu l'as bien compris, parce qu'on partage une forme d'intimité, de proximité, c'est très honnêtement quand j'ai débarqué dans le sud chez mon papa et ma deuxième maman, c'est comme ça qu'ils ont pris soin de moi. C'est dans un écosystème rassurant, à manger ce que j'avais envie de manger, me laisser dormir, voilà, c'était un cocon dans un endroit inspirant. Donc j'ai voulu que cette maison, c'est un mât du 18e à taille humaine, puisqu'il y a 2 chambres, il y a cette petite salle de yoga, il y a le jardin, l'olivier, je tenais à ce qu'il y ait cet olivier dans le jardin. Donc cet endroit qui soit inspirant et ressourçant, et avec cet accompagnement, je pense que ça fait partie de ma personnalité, et quelque part c'est aussi comme ça que je recevais à ma boutique à l'époque. Alors certes, je vendais des bijoux,
Mais j'étais dans ma boutique du lundi au dimanche et c'est ce que j'ai compris après, quelque part, les bijoux, aujourd'hui il n'y a plus de bijoux et mes clientes continuent à me faire confiance parce que j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, la boutique à l'époque, je l'avais pensée comme ma maison. C'était une boutique qui n'était pas une boutique, il y avait un canapé, une table basse. Enfin, c'était comme un appartement parce que, en fait, de toujours. Et puis, tu vois, même dans mes projets avant, je te parlais de la maison Bata des jeunes créateurs. Il y a toujours eu ce lien avec le lieu de vie. Et oui, tu construis comme toi tu aimerais recevoir, tout simplement. Et tu pourrais, parce que c'est sûr que quand tu reçois des groupes, que tu fais un format retraite, tu es obligé de cadrer à un moment donné, c'est pas possible autrement. Mais il y a ce luxe, entre parenthèses, de ce format one-to-one immersif qui est hyper précieux et qui permet forcément, comme pour beaucoup de choses, d'aller plus loin en peu de temps. Voilà, tu t'adaptes à la personne. Tu lui dis pas, bon, mais c'est 9h midi, on fait ça. Chacun respecte le temps de rythme de vie de l'autre et c'est ça, une fois de plus, on revient dans ce respect de l'écoute de l'autre, de soi et du coup de se plonger dans cette bulle de sécurité. Oui, c'est exactement ça et du coup je continue à faire ça aussi du coup à Paris parce que je suis à mi-temps à Paradidou et à mi-temps à l'appartement Ma Thérapie et du coup notamment avec cette formation Yoga Nidra que je lance en petit format collectif. Avec aussi, je tiens à garder, que ce soit dans les événements que je crée à l'appartement, toute seule ou avec Céline de Ma Thérapie et puis d'autres thérapeutes, ou au cœur de cette formation, c'est de garder ce format de partage comme à la maison. Voilà, on n'a pas ouvert un lieu qui a pignon sur rue comme une boutique ou un studio de yoga, etc. C'est un appartement confidentiel au premier étage. Voilà, c'est la maison et de pouvoir recevoir, voilà, autour de moments de vie, parce que on est aussi dans des métiers qui ne sont pas décorrélés en fait d'un écosystème personnel. Moi, tout est intermêlé parce que mon expansion en tant qu'entrepreneuse me permet mon expansion en tant que femme et personne, et c'est comme ça que j'aime m'accompagner, que j'accompagne, du coup, j'accompagne des clientes qui résonnent avec ça, c'est-à-dire que nos projets sont au profit d'une expansion personnelle, parce que ça va upgrader notre confort au quotidien, de lieu de vie, d'activités, de rencontres, etc. Et du coup, c'est pour ça que je le mets au cœur de mes accompagnements, parce que comme ça, on est immergé dans cette philosophie que j'ai d'accompagner, parce que moi-même, c'est comme ça que j'entreprends. Ce n'est pas un entrepreneuriat qui est décorrélé d'un écosystème, c'est-à-dire que je ne ferme aucune porte le matin pour aller quelque part. C'est que tout est intermêlé parce que c'est un cercle vertueux entre la personne en tant que femme, parce que j'accompagne que des femmes. C'est pas un choix particulier, c'est juste que vous êtes toutes venues à moi, voilà, et pas les hommes. Donc du coup, ça s'est fait naturellement. Mais aussi, c'est pour expérimenter. Là, tu vois, on se parle, je suis en plein cœur de ma cuisine, et c'est la cuisine dans laquelle je cuisine quand mes clientes viennent ou quand j'organise, voilà, des petits groupes ici à Paradidou. Et c'est la même chose à Paris. C'est la cuisine dans laquelle aussi je prends mon petit déjeuner le matin, où je reçois mes amis ou les clientes. Et en fait, il y a rien qui est décorrélé. Et les deux sont possibles. On m'a souvent posé la question, je pense par peur et par projection. Ah, mais t'as pas peur que ce soit trop, de te faire envahir? Et en fait, je trouve que c'est un mode de vie, en tous les cas, moi, qui me correspond. Et c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, ça leur correspond aussi. Que ce soit un mix harmonieux. Et puis c'est une façon que tu as trouvé aussi de trouver un équilibre entre le fait que tu travailles tout comme moi, seule chez toi. Et ça t'apporte aussi cet enrichissement et ces échanges qui peuvent manquer justement parfois. C'est énorme. Et ça, c'est un vrai point, tu vois, tu le soulèves. Ça, du coup, c'est un peu le fil rouge. Voilà, ce que ressentent l'intégralité de mes clients, c'est qu'on entreprend beaucoup toute seule. Et que du coup, il y a un énorme besoin, d'où la création du Wellness Business Club, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un club où wellness et business se mêlent, donc j'organise régulièrement. Donc ça a été online toutes ces dernières années, mais depuis juillet, des événements en présentiel pour justement se connecter en tant qu'entrepreneur et dirigeant ou business girl and boy, parce que j'ai aussi des salariés qui font partie de ces événements, mais des personnes qui sont actives dans le business et qui ont envie de prendre soin de leur énergie. Et du coup, ça répond à ma prochaine question, donc c'est parfait. Voilà, à quel point on sent que c'est important pour toi de travailler en synergie avec d'autres femmes, que ça te nourrit profondément. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont tu ne pourrais pas te passer. C'est un cercle vertueux. C'est très très important.
On sent qu'il n'y a pas de notion de concurrence en fait chez toi, mais plus de synergie avec d'autres femmes. Totalement. Après, c'est quelque chose qui est, je l'observe, et parce que je suis aussi passée par là, qui est très ancré, cette concurrence féminine, malgré tout, parce que j'ai eu des expériences où je l'ai vraiment ressenti, comme s'il n'y avait pas la place pour tout le monde. Et du coup, très honnêtement, ça a été un vrai travail que j'ai fait sur moi, et du coup que j'invite aussi, du coup j'accompagne les autres femmes à le faire sur elles, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'ai de toute façon dû faire ce travail, puisque je suis moi-même coach, moi-même prof de yoga et facilitatrice, et j'accompagne des coachs, des profs de yoga et des facilitatrices. Donc tu vois, là en plus ça va encore s'intensifier. Donc je t'ai formée au Yoga Nidra. Toi-même tu t'expands autour d'événements, que ce soit pour le B2C mais aussi le B2B en Yoga Nidra. Et puis là la formation collective qui est en train de se remplir. Donc pour fin janvier à Paris, il reste encore des places. Je n'accompagne que des consoeurs, des accompagnantes, des coachs, des sophrologues, des thérapeutes, etc. Donc il y a grave intérêt à faire un travail sur sa place, sa légitimité, sa confiance en soi, pour en fait sentir qu'il y a de la place pour chacune, que chacune a ses spécificités, son parcours, et qu'on est complémentaires. Exactement. Et que ça permet aussi de faire connaître ces pratiques qui sont merveilleuses et dont on ne parle pas assez. Parce que je le dis souvent, c'est pas instagrammable comme pratique, hein. Que ce soit le yin, le yoga nidra, l'activation de l'énergie vitale. Voilà, on fait pas de très belles photos avec des très belles postures, et du coup c'est peu connu. Donc c'est aussi contribuer à ça. Julie Pradine, qui est naturopathe, le dit dans le précédent épisode. Pour elle, ses consoeurs et ses confrères, elle les soutient, et elle dit que c'est merveilleux de pouvoir contribuer tous ensemble à faire connaître la naturopathie, et une très belle vision. C'est de former une communauté de praticiens plutôt que des concurrentes. Mais c'est exactement ça. C'est très important, et c'est super que tu le soulignes, c'est de pas perdre de vue en fait la grande vision. C'est pas moi, me and myself et mon petit précaré et mes petits sous. C'est pourquoi tu contribues. Et en l'occurrence, tu l'as dit à juste titre, notamment sur la pratique qu'on partage, le Nidra. Honnêtement, pour moi, tout le monde, comme on devrait se laver les dents et prendre une douche, tout le monde devrait faire du Nidra plusieurs fois par semaine. Ça changerait tellement de choses sur la gestion du stress, de l'anxiété, des problématiques. Ça fait gagner du temps, ça change ton rapport aux autres. Et toutes ces pratiques, oui, c'est pour contribuer à ce qu'on soit nombreuses. On peut pas tout faire soi, et en plus, déjà, on peut pas tout faire soi, et ça apporte tellement humainement de partager ça. Partager une énergie, tu parlais notamment de Céline. En fait, on se donne tellement d'énergie à être à deux, à partager notre vision. Cet appartement, si on n'était pas toutes les deux, peut-être que Céline, elle serait pas toute seule à la tête de l'appartement. Moi, très concrètement, prendre un appartement toute seule, en plus aujourd'hui de Paradis-Doux, serait pas sérieux et pas envisageable pour plein de raisons. Et du coup, on s'autorise à s'expandre au travers d'un deuxième lieu, en plein cœur d'un très bel arrondissement à Paris, parce qu'on est toutes les deux et on se soutient dans notre vision, dans notre challenge, dans le réseau que ça crée. On va plus loin. Le fameux tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça se vérifie tout le temps. Vrai. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi aujourd'hui dans ton projet et même au point de vue personnel? Ce qui est le plus gratifiant, en fait, ce qui m'est venu tout de suite, c'est d'avoir pu créer un écosystème, parce que pour le coup, j'ai recréé un écosystème dans lequel je connecte avec des femmes, principalement. Les hommes, vous n'êtes pas encore assez nombreux, mais rejoignez-nous dans cet écosystème où on parle ce langage du cœur, c'est-à-dire qu'on se parle de notre endroit de vérité, de sincérité, avec respect. Et ça, c'est ce dont je suis le plus fière, c'est-à-dire de continuer à m'expanser dans ce qui me fait kiffer, l'accompagnement, le coaching, le consulting, l'événementiel, etc. Mais où on peut être soi et on peut être respecté et se parler avec vulnérabilité, sincérité. Mais quand on parle de vulnérabilité, de sincérité, ça n'empêche pas de parler avec puissance, mais cette puissance douce, cette force intérieure. Et voilà, et pour moi, c'est ça dont je suis le plus fière.
Tu peux. Vraiment, ton parcours est très inspirant et c'est la preuve aujourd'hui qu'on peut construire vraiment un business aligné avec soi, avec ses besoins et je suis très heureuse qu'on fasse du coup cette interview ensemble. Qu'est-ce qui te permet de cultiver ton équilibre pro-perso quotidien, en plus de toutes ces pratiques qu'on a bien compris qui font partie de tes routines? C'est mes amis, ma famille, de pas me laisser rehapper. Là, le fait d'être un pied à Paradidou, un pied à Paris m'aide beaucoup. Donc voilà, hier j'étais en randonnée dans les Alpilles, qu'on avait partagé ensemble quand tu étais venue. Je confirme, c'est très beau, très apaisant. Donc je dirais ça, et du coup oui, ce qui fait aujourd'hui partie de ma quête, donc c'est l'amour autour de tous ces projets, évidemment ces pratiques qui font partie de mon quotidien, mais parce qu'il y a eu un moment où il y a moi, il y a le business, il y a les pratiques, mais s'il n'y a pas ce relationnel harmonieux, nourrissant et rempli d'amour, ça marche pas. C'est certain. D'ailleurs, pour revenir, c'est fou parce que là, tu vois, dans une autre conversation où on est revenu sur les débuts de ton parcours, je trouve que c'est hyper symbolique ce 50-50 Paradidou-Paris. C'est incroyable, là tu vois, quand tu m'as cité tout ton parcours et de me dire que la vie t'amène à nouveau à Paris de cette manière-là, ce côté, tu sais, yin-yang de partage du temps est assez révélateur de là où tu en es aujourd'hui, je trouve. Enfin, vraiment, en tout cas, c'est comme ça que ça résonne pour moi, vu de l'extérieur, mais je trouve ça c'est la magie de la vie, ça. C'est complètement la magie de la vie. Parce que très honnêtement, moi, ça faisait 6 mois que je cherchais un lieu sur Paris, parce que j'ai senti l'impulsion de Paris il y a déjà 6 mois, donc ça faisait 6 mois que je cherchais un lieu. Et puis ça venait pas pour plusieurs raisons, c'était pas la bonne configuration, c'était pas le bon budget, ça impliquait très honnêtement de lâcher Paradidou pour mettre toutes mes billes à Paris, puis c'était pas envisageable. Et du coup quand Céline m'a fait cette proposition de partager l'endroit, en fait c'était juste c'est déjà de fait, je peux pas y être tout le temps puisqu'on le partage harmonieusement réparti sur le mois. Là, ce mois de novembre, donc c'est mes 40 ans. C'est le mois à l'appartement où donc je fête mes 40 ans à l'appartement avec mes amis les plus proches. On a une série d'événements que j'ai baptisé Nouvelle Ère. Et tu vois, hier, je mettais un petit message à mes amis pour leur demander s'ils préféraient de l'alcool ou pas d'alcool pour la soirée. L'anecdote va te faire sourire. Et du coup, il y en a qui me répondent comme tu veux, parce qu'ils me connaissent aussi, je bois assez peu, mais j'aime bien un petit verre de vin blanc de temps en temps. L'alcool est à consommer avec modération. Donc voilà, c'était un peu, chacun me disait avec ou sans, tout me va. Et moi, je leur ai répondu, je fais pour moi, ma nouvelle ère, c'est aimer être autant pieds nus dans mon jardin qu'en bottines à talons dans le métro, que boire un verre de kombucha qu'un verre de vin blanc nature quand j'ai envie, et chanter des mantras que danser sur de la musique électronique, ce qui pourrait apparaître comme des contraires, mais en fait épouser les polarités. Et ça c'est indispensable, je pense, pour notre bien-être. Quand on me demande d'ailleurs de le définir, c'est comme ça que je le définis, c'est de trouver l'équilibre dans ses propres besoins, en fait, de respecter ses besoins profonds. Et c'est pas parce qu'il y a un essor du bien-être énorme, on dit qu'il ne faut plus manger de sucre, qu'il faut plus boire d'alcool, que si tu n'es pas dans cette radicalité, tu vas être épanoui et te sentir mieux dans la vie. Pas du tout. Voilà, et c'est trouver son propre équilibre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pratique, de définition du bien-être qui est unique. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et toutes ces pratiques, pour moi, elles sont là, pas au service d'injonctions supplémentaires, pour justement te connecter suffisamment à toi pour savoir ce qui est bon pour toi. C'est ça. Oui, ce sont des outils. Ouais, c'est des outils. Personne c'est à ta place. Ça, je l'ai vraiment appris. Parce que du coup, de par mon métier, moi, je fais appel à beaucoup... Enfin, soit je fais appel, mais je côtoie beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnantes, de médiums, Et personne, même si c'est des personnes qui ont des outils fabuleux à disposition pour t'accompagner, personne ne sait à votre place. L'accompagnement, et ce que c'est, que ce soit un coach, un thérapeute, un médium, une énergéticienne... Ces personnes-là, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous permettre de vous connecter à ce qui est bon pour vous, à votre intuition, et personne ne sait mieux que vous.
à votre place. Ouais, et ça marche pour tout. Et même pour la grossesse, je confirme. Merci beaucoup Stéphanie. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite entreprendre un projet, qu'est-ce que tu lui dirais? Écouter son cœur. En fait, c'est pas entreprendre un projet pour la théorie d'entreprendre un projet, c'est d'où ça part. À partir du moment où ça vous met en joie, de cette fameuse, voilà, tu l'as souligné à plusieurs reprises pendant notre entretien, de cette ferveur intérieure. Et moi, je repars toujours de là avec mes clientes. Moins aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup qui sont voilà, déjà très installées et qui savent voilà, exactement où elles sont et de cet espace de joie. Mais en tous les cas, de toujours partir ou de repartir, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est absolument pas linéaire. Tu sais de quoi je parle? Oui, tout à fait. Et si toutefois on perdait de vue le chemin ou le pourquoi du comment, le seul curseur, c'est cette joie, c'est cette énergie intérieure, ce cri du cœur. Donc mon conseil premier, c'est est-ce que tu es connecté à cette joie? Et si tu n'es pas connecté, en fait c'est de repartir, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Et du coup sans attente, et c'est comme ça que tu peux repartir sur n'importe quel projet et te dire, il y a ça qui me met en joie, mais ça n'a pas à voir avec la théorie mentale de ce que je voudrais entreprendre. Alors suis ce fil. Et ensuite, tu mettras ton mental au service de ce fil. Exactement. Je ne peux qu'être d'accord. Merci beaucoup pour ce très très beau conseil. On va terminer avec le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions, tu réponds du tac au tac comme tu le souhaites. Un lieu qui t'inspire? Je dirais, parce que c'est mon actualité, mais vraiment c'est l'appartement Ma Thérapie dans lequel je suis en résidence. Les lieux que je choisis, s'ils ne m'inspirent pas, en fait, c'est eux qui m'inspirent à m'expandre, que ce soit pour mes projets, mais aussi à titre personnel. Le fait d'avoir dit oui, il y a quelques jours, a tout changé dans ma vie. Donc, c'est le lieu qui est mon actualité, comme Paradis-Doux a été mon actualité phare. Ouais. En fait, de me connecter à l'énergie d'un lieu change mon énergie, m'autorise. Tu me donnes trop envie d'y aller. J'ai hâte. Mais tu vas venir. Oui, exactement. D'ailleurs, je rebondis parce qu'on parle de lieux et de paradis doux et j'insiste, mais c'est une des plus belles expériences. Et tu vois, quand on dit que, je vais faire une mini confidence, mais quand on dit que rien n'arrive par hasard, que les synchronicités sont incroyables, moi je suis venue faire cette formation de Yoga Nidra avec toi après avoir fait ma deuxième fausse couche où j'étais très très remuée, extrêmement anxieuse. Et ça me faisait quand même sortir de ma zone de confort à ce moment-là, tu vois, de venir chez toi, de venir dans ton intimité, dans ce lieu que je ne connaissais pas encore. Et tu m'as offert une parenthèse merveilleuse. Donc je ne peux que encourager les personnes qui auraient envie de vivre cette expérience à le faire parce que voilà, tu offres beaucoup. Donc je tenais quand même à le rappeler. Donc merci encore Stéphanie. Merci infiniment. Ta plus grande qualité? Je pense ma capacité à écouter. Okay. C'est une très belle qualité. Une mauvaise habitude? Tu sais, c'est le truc, je vais répondre une mauvaise habitude, mais quand même, tu sais, c'est comme quand tu réponds tes défauts en entretien. Non, en vrai, je suis tard le soir sur mon téléphone, jusqu'à même 2h du matin. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise habitude. Je passe quand même, je pense toi aussi, mais des fois jusqu'à 7 heures par jour sur mon téléphone. C'est le temps qui est estimé. Tu sais, Oui. C'est beaucoup. Mais le soir tard, je le sais. En plus, la lumière bleue, la lumière des écrans, etc. Ça, c'est Oui. Je sais que c'est une petite addiction que j'ai et parce que, ça, c'est quelque chose que je veux changer. Parce qu'aussi, je vis seule et que, voilà, c'est ma mauvaise habitude que j'aimerais éradiquer en étant proactive pour, changer ce mode de vie et pas passer toutes mes soirées... beaucoup de mes soirées toute seule. J'aimerais bien accueillir quelqu'un dans ma vie. Oui. Et je te le souhaite, mais c'est vrai que c'est la problématique de quand notre business dépend malheureusement d'Instagram. Et on a beau retourner la question, c'est quand même assez difficile parce que c'est très énergivore, parce que c'est un réseau qui te donne l'impression que tu n'as pas vraiment le droit finalement de ne pas être là. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Oui, et ça, mais en même temps, c'est tellement... Moi, j'ai quand même, depuis 2012, l'intégralité de mes business passe par Instagram. Donc, d'y passer autant de temps, c'est vrai que le réseau est très diabolisé. Puis, on connaît aussi l'impact des écrans et de la technologie, justement, sur l'équilibre du système nerveux.
C'est pour ça, je pense que je me suis autant passionnée, que ces outils dont on a parlé font autant partie de ma vie, parce que ça a une vraie incidence, te défocaliser de toi. Mais c'est à la fois un outil d'expansion. Moi, c'est mon carnet d'adresses interactif, c'est plus qu'une communauté. C'est tous les gens de la vraie vie avec qui je suis connectée du coup tous les jours, et c'est un plaisir immense. Moi j'ai un rituel, c'est tous les jours. Moi je suis très sur les fins de journée, mais tous les jours j'ai mon rituel autour de 18h. Je poste ma création de contenu autour de 18h parce que c'est un moment moi qui est très visible sur les réseaux, et du coup j'ai le 18h 22h où je passe beaucoup de temps sur la plateforme, mais parce que c'est comme si à l'ancienne j'allais dans un lieu, peut-être un bar ou un endroit où je faisais salut. Et là, je commence à parler avec plein de personnes. Et oui. Donc, tout l'enjeu est là, en fait. C'est de trouver quand même l'équilibre qui nous correspond. Mais écoute, merci beaucoup pour ta franchise. Est-ce qu'il y a un trait de caractère, une qualité qui te marque particulièrement chez les autres ? Le langage du cœur, comme tu as toi, par exemple. C'est que je sais qu'on se parle d'un espace de sincérité et de transparence, de respect, et ça, c'est voilà, sans faux semblant, avec c'est juste en fait un échange juste, ça m'inspire beaucoup. Oui, ça te touche. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Stéphanie enfant ? Écoute-toi. Franchement, continue de t'écouter. Ma petite, t'as toujours eu une très 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 bonne intuition, mais y a c'est pas forcément des personnes mal intentionnées proches de nous, mais qui vont nous faire dévier de cette petite voix qui est là. Et du coup, j'aurais envie de lui dire, continue de t'écouter. Ta petite voix, elle est juste. Ouais. Merci, c'est très beau. Ton rituel bien-être préféré ? Ah, franchement, c'est mon yoga nidra après déjeuner. Ouais, ça c'est le petit rituel auquel tu tiens. J'adore, je me pose quand je suis ici sur mon canapé, je suis sous ma couverture lestée. Je sais que j'ai 20 ou 30 minutes pour moi. Je vais être dans un super... Enfin, tu vois, je suis dans une bulle. Personne ne peut me contacter pendant ce moment-là. Je suis bien et je sors de là reposée, les idées claires. J'ai bien, parce que le yoga nidra aide aussi à bien digérer, donc j'ai bien digéré mon repas. Je bois mon petit thé vert au riz grillé, mes petites graines de cacao cru. Oh, j'adore. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast, un film qui t'a particulièrement marqué ? Écoute, oui, et j'ai envie de parler de pas quelque chose qui est sous le feu des projecteurs, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai reconseillé. C'est La Belle Verte de Colin Serrault, qui est un film qui date d'il y a très longtemps, puisqu'on y voit Marion Cotillard qui doit avoir même pas 20 ans. Okay. Il y a Claire Kame. Et ce film est sublime. Et il parle justement de connexion à soi, aux autres, et être dépollué et justement, c'est vraiment ce lien. C'est marrant, en fait, que je te dis ça. Tu parlais de ce yin et ce yang, tu vois, entre Paradiddou et Paris. Et en fait, c'est vraiment... Ça se passe dans... je pense que ça a été tourné dans la Drôme ou dans l'Ardèche, donc dans les collines extrêmement verdoyantes. Mais du coup, c'est être connecté à une communauté. C'est à la fois un film dystopique du futur, mais à la fois très ancré dans le présent. Et je pense que ça parle des enjeux de connexion à soi, de connexion à l'autre, les injonctions de la société, et un peu des fois des dérives de se lever, travailler, être productif, mais pas en ayant perdu de vue. Génial. Il est sublime. Franchement, il te met dans un mood fabuleux. Et ce qui est dingue, donc Colin Serrault, qui est une réalisatrice qui aujourd'hui doit avoir un certain âge, quand le film date de, je sais pas, il y a au moins 30 ans. D'accord. Si ce n'est plus. Quand tu le verras, hyper précurseur sur tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je crois comprendre. Génial. Merci pour ce partage, parce que je n'avais jamais entendu parler, tu vois. Bon, chouette. Ta plus grande victoire ? De m'être créée, et c'est clairement pas fini, ma plus grande victoire, d'avoir compris consciemment qu'on peut se créer à chaque instant la vie qu'on souhaite. C'est de la faute de personne. C'est qu'on est, on est maître... alors, on co-crée la vie, parce qu'on n'est évidemment pas tout seul. Mais ma plus grande victoire, c'est de choisir de voir
d'arriver à changer de perspective, c'est pas toujours facile. Parce que tout existe, hein. Il y a des, en plus, l'actualité en ce moment nous montre qu'il y a des trucs abominables qui peuvent survenir, parallèlement au fait qu'il y a des trucs extraordinaires qui peuvent survenir. Oui. Donc, on a la capacité de changer notre attention, de pouvoir mettre son attention sur les choses dont on peut avoir le contrôle, sans être évidemment indifférent à ce qui se passe, hein, je dis pas. Mais en tous les cas, voilà, ma plus grande fierté, c'est d'avoir compris et de pouvoir expérimenter qu'on peut créer, co-créer la vie dont on a envie. Pas à pas, hein, je dis pas... bien sûr, mais c'est très précieux. Ouais. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien ? Ouais. Jusqu'à il y a peu, ça aurait pu être trust the process, fais confiance au processus. Et donc je fais confiance au processus, mais parfois il est long. Et en fait là, ce qui fait écho à ça, c'est que là, mon mantra, c'est vraiment franchement, on a le droit à tout. Et en fait, quand je me connecte à ça, bah ouais, j'ai le droit à Paradidou et à Paris. J'ai le droit à être au bord de la mer un mardi et à kiffer organiser un événement à Paris un dimanche. On a le droit à tout. Mais c'est pas évident, hein, parce qu'on se dit oui, non, mais puis on a le droit à tout, mais j'ai pas 4 millions sur mes comptes, hein. Voilà, mais ça serait mon mantra, c'est on a le droit à tout, autorisons-nous, j'ai envie de m'autoriser, autorisons-nous à se dire qu'on a le droit à tout, et les plus grands empêcheurs de nos rêves, c'est nous-mêmes, hein, c'est personne. C'est vrai, et c'est très important de le rappeler. Merci beaucoup. Et je vais te poser une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi ? Écoute, ben non, mais la personne qui me vient, c'est, tu la connais peut-être, c'est Maya, la fondatrice de Santara Holistic. Oui. Maya Eulom, qui est une femme que j'admire énormément. On se connaît depuis 2020 et on n'avait jamais eu la chance de se rencontrer en vrai. Alors je l'avais croisée sur certains événements parce qu'elle, notamment, elle donne des bains de bol de cristal qui sont incroyables. Et on a eu la chance de la voir comme guest à l'appartement Ma Thérapie pour le lancement de l'appartement. Elle nous a fait l'honneur d'être là. Et puis s'en est suivi un partage d'un thé de chai à Paris là, ces dernières semaines. Et j'aime énormément son énergie. C'est une entrepreneuse très inspirante parce qu'elle est dans une puissance douce. J'admire beaucoup la douceur et la persévérance mêlées avec une puissance douce. Voilà, moi c'est ce qui m'inspire chez les femmes entrepreneurs, dont tu fais partie aussi. Je suis honorée. Non, vraiment. Ça me fait très plaisir. Et Maya fait partie de ces femmes-là. Elle est un tout petit peu plus âgée que nous et en même temps je n'arrive pas à lui donner d'âge. Pour moi c'est une femme elfe. Elle est magique. J'adore. Tu vois. Écoute, merci beaucoup Stéphanie, je me suis régalée, je suis ravie et comme d'habitude c'est très c'est très galvanisant d'échanger avec toi, très nourrissant, donc merci beaucoup. Vraiment, merci, je suis honorée que tu m'aies accordé cet espace dans ton podcast que j'apprécie énormément et puis t'as toujours des invités de choix, donc je suis honorée d'en faire partie, donc merci vraiment du fond du cœur. Plaisir partagé. Écoute, prends soin de toi, bonne continuation dans ton aventure et cette nouvelle aventure parisienne qui je suis sûre va être très riche et j'ai hâte de suivre ça de près. Bah tu viendras bientôt, je suis sûre, et puis peut-être on sait pas partager un hydra toute seule avec moi ou voilà, on ne sait pas. À bientôt Stéphanie, merci encore. Merci infiniment Claire. Salut. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.